Cet épisode a une distance de 4 km à un pace de 11 minutes. Après 4 ans d'absence, je suis de retour avec Coach Bill pour la saison 2 du podcast Coureur.io. Dans cette saison, on veut rendre accessible le monde de la course à pied par des discussions entre nous et divers acteurs du milieu. Notre mission, vous accompagner à vous remettre en forme grâce à la course à pied. Salut Coach Frank! Bonjour Coach Bill, comment ça va aujourd'hui? Ça va super bien, pour vrai. Et toi? Ben moi, je vais à merveille un beau dimanche matin prendre un café avec vous deux. Je suis dans la gratitude totale. Ça peut pas être mieux. Moi, mon café est pris, je suis au verre d'eau, mais il est tout aussi bon. Full glace, là, c'est parfait. Hey, aujourd'hui, on a un épisode avec un invité. On reçoit Éric Pelletier, qui est le directeur de course du Défi de la Tortue. Puis pourquoi on veut vous parler du Défi de la Tortue aujourd'hui? On l'a dit déjà d'entrée de jeu sur coureur.io, notre objectif, c'est pas de parler des grandes courses, des élites, des grands événements. On veut vraiment focusser sur des gens qui veulent se mettre en forme par la course à pied, des gens qui ont une famille, qui intègrent ça dans leur quotidien. Donc, pourquoi aujourd'hui on parle de Défi de la Tortue, qui est quelque chose de grandiose? Je vais laisser Éric nous le décrire un peu mieux tantôt. Mais ce qui est intéressant, là, puis ça va avoir l'air vraiment paradoxal ce que je vais dire, mais c'est que ça permet à des débutants ou des amateurs de goûter à l'ultra. Fait que ça a l'air vraiment inconciliable, là, mais vous allez voir que c'est une journée fabuleuse qui permet justement à des gens touchés à ça, même si ça a l'air complètement inaccessible. Alors, je présente Éric Pelletier, qui est, je l'ai dit tantôt, directeur de la course. Cette année, en 2023, c'était la 8e édition du Défi de la Tortue et c'est un événement qui remet ses profits à des causes à chaque année. Mais Éric, avant que tu nous décrives toi, ton parcours puis quel est le défi, est-ce que tu as couru cette semaine? C'est une question qui est vraiment importante pour tous nos invités. Salut les deux coachs. Je vais commencer par vous saluer. Merci de m'avoir invité à votre podcast. Puis pour répondre à ta question, la réponse est non. Parce que la semaine débute là. On est dimanche, fait que j'ai pas encore couru. Très bonne réponse. C'est wise. Ça dépend du calendrier. En fait, c'est un petit peu un prétexte pour nous amener vers ton parcours de coureur. Je veux dire, t'es directeur d'une course, t'as quand même touché à la course d'une façon ou de l'autre. Fait que ça a commencé où? C'est quoi ta relation avec la course? Est-ce que tu détestes la course? Non, aujourd'hui, je peux dire que je suis plus en harmonie avec la course comme je l'étais avant. Mais ça va peut-être revenir, je ne sais pas. Il y a des projets présentement sur la table, là. Mais si on recule, moi, j'ai commencé à courir en décembre 2014. Donc, ça fait pas ben des années. C'est ma blonde qui m'avait incité qu'elle avait commencé à courir pour encourager ma fille à faire son 10 km au cégep. Fait que, les femmes! Ouais, c'était en plein ça. Fait qu'elle a commencé à courir comme ça. Puis là, je la voyais aller. Puis lorsque le cégep fut terminé pour ma fille, elle a dit, moi, je veux continuer à courir. Fait qu'elle a continué à courir. Elle s'est inscrite sur différents sites de course là, au niveau sur Facebook. Puis là, à un moment donné, elle a dit, tiens-tu avec moi? Ah non, je viens pas. Tente pas. Fait que, à un moment donné, j'ai dit un 31 décembre. Ça a commencé vraiment un 31 décembre. Elle dit, ah ouais, viens donc avec moi. Parfait. Fait qu'on est parti 31 décembre 2014. Part. Puis on va faire une run. Je peux pas te dire le kilométrage, mais je sais que j'avais hâte d'arriver à la lumière rouge puis de la poignée rouge parce qu'il fallait que j'arrête. Fait que mon parcours a commencé comme ça, puis ça n'a pas été long que moi aussi, je me suis mis à fréquenter les sites Facebook de différents groupes de courses. Puis on s'est fait des amis, et ainsi de suite. On se faisait des parcours et j'ai pogné la piqûre assez rapidement, disons, de la course. Puis j'en voulais tout le temps plus, mettons. En 2015, j'ai commencé à faire des compétitions, là, des courses officielles. Ça va bien. On fait des temps. Dans ce temps-là, le temps n'était pas important, mais j'aimais ça me dépasser puis d'arriver au fil d'arrivée là, à moitié mort, entre guillemets. Là. Fait que j'aimais bien ça. Fait qu'en 2015, ça fait une année assez intense au niveau de la course, quelques courses officielles.
2016, je faisais mon premier marathon à Ottawa. Bien heureux. Ça n'a pas été mon meilleur marathon feeling, mais ça a été le premier de 8. J'ai 8 marathons à mon actif aujourd'hui. Là, en 2016 également, c'est là que j'ai pris connaissance du défi de la tortue. Ma blonde s'avait inscrite dans une équipe. Dans ce temps-là, il y était 2 équipes. 2 équipes, environ une dizaine de coureurs qu'elle faisait toute seule. Puis, je m'en vais l'assister, puis je dis, je vais aller voir. Moi, je me sentais pas prête. Là. Je venais de commencer. Là, je me sentais pas prête à faire des ultras. Ben, pas des ultras, mais prêt de courir pendant 12 heures. Donc, je suis allé là. Je l'ai regardé, il a fait beau, tout. Puis là, ben, comme bon coureur, je dis, hey, je peux pas passer la journée là sans courir. Donc, l'idée de payer des tours au défi de la tortue vient de là. Fait que je suis allé voir les organisateurs, j'ai dit, regarde, moi, je suis pas inscrit, mais je vous donne 1 pièce à chaque fois que je passe en avant de la... Parce qu'eux, ils ramassaient également des fonds là, pour certaines choses. Puis à 3 fois que je vais passer en avant de votre table, je vous donne 1 pièce. Fait que dans ce temps-là, la boucle, c'était 597 mètres. Ça m'a coûté plus cher qu'une inscription, là, juste pour vous donner une idée là, de le nombre de tours que j'ai fait. Fait que je vous cacherai pas que l'année d'ensuite, j'ai formé une équipe. En 2017, j'ai formé une équipe, puis on l'a fait grandement. On a battu le record de piste de ce temps-là lorsqu'on l'a fait. Puis pendant cet événement-là, mais en équipe, on sait qu'on se relaie. Donc, on a des pauses. Puis pendant une pause, je suis allé m'asseoir à la table où c'est qui marquait des tours. Puis je commençais à jaser avec Manon Jacob, qui était une des organisatrices et ultramarathonienne. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler de Manon Jacob, mais elle a quand même une bonne expérience au niveau des ultramarathons au niveau du Québec. Puis je disais, hey, moi, là, mais que je sois plus vieux, là, me semble que ça serait un événement comme ça que j'aimerais, cordial, pas de pression, malgré le haut niveau. Là. Il y a des athlètes de haut niveau là, qui vont là. C'est quand même hallucinant. Puis j'ai dit, hey, ça serait ça à coche. L'événement fini, 2-3 jours après, le téléphone sonne. Elle me dit, Éric, t'étais-tu sérieux? Ben, j'ai dit, oui, certain, je suis sérieux. Écoute, c'est le fun ton événement, j'aime bien ça. Fait qu'elle dit, ben écoute, on te le donne. Je dis, quoi? Ben oui, tu prêt de commencer ça l'année prochaine? Nous, on s'en vient vieux. Puis, hey, attends un peu, là, pas prête à ça pantoute, là, tu sais. Je vais en parler avec ma blonde, puis je te reviens, là. Fait que, en fin de compte, j'ai parlé avec ma blonde, mais ça a duré 5 minutes. Je disais, non, on fait ça, on prend le pays. Il peut pas rien arriver de grave, là. Fait que, on y va. 2018, première année, on organise le défi de la tortue. J'aimerais ça te ramener, là, tu as quand même touché à quelques éléments. Je pense que les gens ont un peu compris par la bande là, qu'est-ce que ça ressemblait, le défi de la tortue, mais peux-tu nous l'expliquer plus précisément en quoi ça consiste, ça dure quoi, c'est quoi les types d'événements que vous avez? Ben, le défi de la tortue, c'est un événement d'endurance, OK, plus qu'autre chose, plus que de performance. C'est vraiment de l'endurance, du dépassement de soi. C'est des gens qui courent pendant 12 heures ou 6 heures de temps. Fait que jadis, lorsque c'était au lac à la Tortue, la boucle, comme je disais d'entrée de jeu tantôt, elle a 597 mètres. Fait qu'il faisait la boucle là, pendant 6 ou 12 heures, puis il pouvait le faire tout seul ou en équipe. Puis pas besoin d'être qualifié puis d'avoir des temps records. Là. Tout le monde était bienvenu dans cet événement-là. Puis le but, c'est de te dépasser. Tu arrives puis tu te dis, hey, moi, j'ai couru pendant 12 heures de temps, j'ai marché, puisque point que la course, là, il y a la marche aussi. Là. On pourrait même employer le terme bouger. Là, fait que les gens pourraient le faire en dansant, puis ça serait parfait aussi. Là. Mais tu sais, ils bougent pendant 6 ou 12 heures de temps. Puis, au gré du vent, là, si je veux marcher 3 tours, je marche 3 tours. Si je veux courir 3 tours, je cours 3 tours. Puis, à la fin, ben, écoutez, au début, il y avait des podiums, puis tout ça. Puis, j'ai voulu enlever un peu l'esprit de performance. Tu sais, que le monde vise pas juste la performance pour aller là. Fait que j'ai comme supprimé les podiums. Je donne quand même des médailles pour les 3 premières positions. Mais on a supprimé les podiums pour dire, regarde, tout le monde est gagnant. On a des trophées. J'ai 3 trophées que chaque... Parce qu'il y avait un 12 heures, un 6 heures, puis il y avait les volets équipes que je donnais des trophées comme ça pour les premières positions. Puis à partir de ce moment-là, je disais, non, on les donne plus. On a tout réussi. On a tout fait l'exploit aujourd'hui. Je les fais tirer
peu importe, tu as gagné ta journée. Que l'esprit du défi de la tortue, c'est comme ça. Puis on a inséré également un volet marathon. OK? Volet marathon, justement, tantôt on parlait de marathon là, en 1 an, mais tu sais, les gens beaucoup de gens vont s'empêcher de faire un marathon dans un événement officiel parce que, il y a un cut-off. J'ai peur, ça me tente pas, si je suis le dernier, le monde va attendre après moi. J'ai eu des expériences de coureurs que des gens se sont inscrits dans les marathons, puis quand ils sont arrivés à la ligne d'arrivée, il n'y avait plus personne, plus de médaille, plus rien. Fait que, tu sais, c'est décevant. Fait que j'ai dit, ben gars, inscris-toi au marathon, tu as 12 heures pour faire le marathon. Il n'y a pas de bicycle en arrière qui te suit pour dire que tu es le dernier. Tu es mêlé dans la foule tout le long. Fait que ça aussi, ça fait en sorte que des gens qui ont une forme physique, que je pourrais dire, pas dire optimale, mettons qu'il n'y a pas une forme physique optimale, peut quand même espérer parcourir une distance marathon d'un événement qui est quand même officiel. Faudrait fact-checker, mais d'après moi, ça doit être le marathon qui a le cut-off time le plus long au monde. Ça serait intéressant, ça, si c'est le cas de l'inscrire dans ton événement. 12 heures, d'après moi, c'est pas banal, là. Non, effectivement, c'est pas banal, mais tu sais, ça permet d'avoir des gens, là, j'ai des gens qui viennent d'année en année, là, puis qui font le marathon, puis écoutez, ils courent, ils arrêtent, ils parlent aux gens. Tu sais, c'est amical, le défi de la tortue, c'est... Les gens, oui, ils sont là pour performer. Certaines équipes qui aiment bien ça, de se donner au maximum, puis qui se challengent entre eux autres, je dis ça comme ça, mais c'est bien parce que ces équipes-là sont pas c'est pas des gens qui sont prétentieux puis qui vont dire aux autres personnes « Hey, tâche-toi, moi j'arrive », ainsi de suite, parce que si jamais j'ai des personnes en tout cas, personnellement, si un participant me dit « Hey, lui, là, il pousse quand il part, on dirait qu'il court pour les Jeux olympiques », ben, je pense que je vais les aviser que, garde, oui, c'est le fun que tu performes, mais respecte, s'il te plaît. C'est parfait, mais je voudrais juste comme peut-être mettre une petite clarification aux auditeurs, parce que moi, c'était la première fois que je vivais ça, puis il y a peut-être d'autres courses que c'est comme ça. Mais généralement, les courses organisées, tu as 1 heure de départ, puis quand tu passes la ligne, ils prennent ton temps avec le chip, puis quand tu finis, ils te disent ton temps. Le défi de la tortue, dans le fond, c'est le contraire, c'est le temps qui est fixe. On a 12 heures, puis ils comptent le nombre de tours. Fait que c'est à la fin, tu sais combien de kilomètres tu as fait. Donc, c'est pas à part ton volet marathon que c'est fixe, c'est pas fixe. Tu fais la distance. Fait que c'est comme le contraire. Au lieu d'être une distance fixe avec un temps qui varie, c'est un temps fixe avec une distance qui varie. Effectivement. Puis les départs, écoute, c'est tôt, c'est à 6 heures le matin, mais si on veut faire 12 heures puis pas terminer trop tard, ben on n'a pas le choix de partir tôt. Fait qu'il y a un départ à 6 heures pour les 6 heures et midi, pour les 12 heures, puis midi pour les départs 6 heures. Vous avez peut-être entendu une petite pointe là, qu'Éric nous a lancée à Coach Frank et moi tantôt quand il a parlé de des équipes qui se dépassent. Puis on en parlait en préparation, Frank et moi. Ça a été un point tournant dans notre amitié à Coach Frank et moi. Le premier défi de la tortue qu'on a fait qui était l'an passé. Moi, j'avais décidé de monter une équipe. Éric, on s'était connus dans l'année. J'avais décidé de monter une équipe. Je me cherchais des gens assez crinqués pour faire ça. Puis, j'ai tendu la perche à Coach Frank. J'ai dit, hey, ça te tente-tu? Alors que on se parlait pas si souvent que ça. On n'avait pas encore une amitié si développée que ça. Puis, tout de suite, il dit, bon, j'embarque dans ta folie. Ben, tu sais, si je peux me permettre de faire une petite parenthèse, moi aussi, au niveau de Coach Franks, là, puis sa première participation. Moi, écoute, je le connaissais pas, là, puis même la première année, je l'ai vu, mais tu sais, si on m'avait dit c'était qui, je m'en aurais pas rappelé, souvenu. Mais je suis tombé par hasard sur un podcast qu'il avait fait, là, je sais pas comment j'ai tombé là-dessus. Puis j'ai écouté ça, puis il parlait justement de sa première édition du défi de la tortue. Puis il y a un petit passage de ton podcast là, qui est venu me chercher, puis c'est un peu, c'est direct l'esprit que je veux que le défi de la tortue ait, puis qui garde jusqu'à la fin. Il a dit, je garde pas de médaille, mais celle-là, je l'ai gardée. Puis pourtant, c'est pas une médaille qui coûte 30-40$ à produire, là. Écoute, c'est la plus cheap, c'est juste symbolique. Puis, ça m'a comme dit, yes sir, gars, c'est direct ça. Tu vois, il connaissait pas ça, il est performant le gars un peu. Puis là, il arrive et il dit, moi, je garde la médaille du défi de la tortue. Ça m'a fait un petit quelque chose. J'ai dit, gars, yes sir, c'est ça le défi. Puis,
C'est une belle preuve d'amour, puis prends-le parce que c'est vrai que d'habitude, là, comme maintenant, il y a des green bibs là, qui appellent, là, qui font juste comme donner le don de la valeur de ta médaille, puis je signe tout le temps pour ça quand ils l'ont, parce que tu ramènes ta médaille, tu la mets dans un tiroir, puis elle finit aux poubelles 6 mois après. Là. Mais celle-là, j'ai dit, je la garde. Le défi de la tortue, là, c'est clair. Cool. Puis il y a l'histoire du certificat aussi. Ben, en parlant de ça, c'est que je suis allé à un moment donné chez un ami coureur. Bang! Qu'est-ce que je vois pas sur son frigidaire? Écoute, le diplôme du défi de la tortue. Tu fais comme... Yeah, c'est comme les enfants qui arrivent de l'école puis sont tous fiers, là, puis les parents, gars, je vais te l'afficher là. Fait que, tu sais, le but, c'est que c'est pas d'avoir... Puis tu sais, il a pas fini premier puis tout ça, mais tu sais, il était fier d'avoir participé à un événement que ça a duré 12 heures. Il est en équipe, ils ont fait 100 quelques kilomètres là, dans leur journée. Fait que c'est débile. Puis l'édition 2022, j'ai ouvert mes inscriptions le 3 décembre et le 10 mars, j'étais complet. C'est hallucinant. Juste pour donner une idée, là, peut-être si, parce qu'on vise beaucoup des débutants, des gens qui commencent en course à pied. Marathon de Montréal, Beneva, je me suis inscrit pour le 5 avec un ami. Là, c'est dans 2 semaines, puis il reste encore de la place. Je veux dire. Fait que quand tu closes ton événement 5 mois d'avance, là, c'est que t'as plus de demandes qu'il y a d'offres. Oui, c'est effectivement. Puis tu sais, on pourrait en prendre plus, mais on perdrait le cachet. Tu sais, tantôt, là, Coach Bill, il disait il compte les taux, tu sais, puis c'est pas... mais c'est ça, mais il compte les taux, c'est pas une puce, là. C'est des gens, c'est des humains, c'est mes bénévoles qui sont... Ça coche en passant. Fait que à tous les tours, là, ils comptent puis ils vous encouragent. Go, vous avez fait, ou t'es rendu à tel tour, puis ainsi de suite. Mais si tu prends plus de personnes, tu peux plus avoir des marqueurs comme ça parce que ça prendrait toute la piste là, sur la table, puis écoute, on ferait le free-for-all. Fait que il faut limiter ça à entre 100 120 participants maximum, parce qu'on perd tout ce petit cachet-là. J'aimerais ça revenir sur les bénévoles. Je trouve que c'est une partie, dans tout événement, les bénévoles sont excessivement importants, mais à plus forte raison, défi de la tortue, comme tu dis, il n'y a rien d'électronique. Là. Ça garde un côté vraiment humain, une connexion. Puis moi, comme participant, j'ai trouvé ça écœurant, là, de passer avec Isabelle, on la salue, la meilleure des marqueuses. À chaque tour, on lâche un call à Isabelle, elle nous encourage à chaque tour, puis elle aussi, elle est là, 12 heures assise, là, puis elle compte nos tours. C'est cool. Ça crée, il y a vraiment une connexion qui se crée, puis ça ajoute là, à l'événement. Mais effectivement, puis tu sais, c'est un défi également pour les bénévoles. Là. C'est pas un bénévole. Tu l'as pas là 2 ou 3 heures comme la plupart des autres événements, ton bénévole. Là. Tu n'as besoin de 12 heures. Puis là, on se dit tout le temps, tu as besoin d'une pause. Ils disent tout non. En tout cas, ceux qui sont à la table, ils disent tout non. Moi, je veux la seule pause, ils n'ont pas le choix. À un moment donné, il y a une pause pipi. Mais c'est ça. Ils disent tout le temps non. Puis en parlant justement d'Isabelle, votre marqueuse, écoute, moi, depuis le début, elle est là. Puis à chaque fois qu'on part, je suis là l'année prochaine. Fait que c'est en plein ça. Moi, je trouve qu'elle a fait un meilleur job la première année. On a gagné. Non, mais je voudrais remercier. Je trouve ça beau de dire je vais me lever parce qu'on dit 12 heures, mais il faut qu'il soit là d'avance. Je veux dire, il n'arrive pas à 6 heures, il arrive à 5 heures. Il faut qu'il soit quasiment prêt à 5h30. Puis quand ça finit, il y a quand même un peu de temps de le redonner. Il y a les derniers tours, fait que c'est comme un 13-14 heures. Tu sais, je veux dire, je chercherais des employés pour faire ça, puis je pense que j'aurais beaucoup de difficultés à en trouver. Fait que ces gens-là qui viennent s'impliquer bénévolement pour l'événement, c'est juste wow, merci beaucoup. Puis tous les autres bénévoles aussi, là, mais je trouve ça comme c'est un gros commitment, c'est un gros engagement quand même, je trouve. Fait qu'en fait, on a parlé aussi que c'était la distance, c'était un temps fixe, la distance variable, mais c'est quoi les règlements? C'est quoi, en gros, là, les règlements de la course du défi de la tortue? Ben, le premier règlement, c'est avoir du plaisir. Moi, sérieux, c'est ça. Ça part bien, hein? Ça, c'est mon premier règlement, c'est ça. Si on a du plaisir, là, ben, tu sais, ça prend du respect. Fait que ça c'est la première ligne à suivre. Mais le règlement, c'est de courir pendant 12 heures, marcher, comme je dis, c'est avancer, c'est bouger.
tout dépendant de la distance que tu as fait, puis tu tournes le plus longtemps que tu peux au niveau du parcours. Les règlements, c'est de faire le plus de tours possible dans le temps que tu t'es inscrit, donc pour faire le plus de kilométrage possible dans le temps d'inscription, qui est le 6 heures ou le 12 heures. Si tu t'inscris dans le volet marche, bien entendu, tu n'as pas le droit de courir. Parce que ça vient juste, même si c'est pas compétitif, mais il faut qu'il y ait quand même être fair play, puis envers tout le monde. Donc, si tu marches, si tu cours, tu t'inscris dans des volets marche, mais on te met pas dehors, là. T'sais, on n'est pas comme ça, on ne disqualifie pas. Des do not finish, il n'y en a pas chez nous. On finit tout, mais la seule affaire, c'est que tu vas être rendu dans la catégorie des coureurs et non dans la catégorie des marcheurs. Fait que pour les volets individuels, il n'y a pas trop de règlements à part ça. On tourne en rond. Si on s'arrête, ça aussi, c'est une chose qui est importante. Puis si jamais il y en a qui écoutent et qui veulent s'inscrire, qui font tout seuls, je l'ai dit, c'est des marqueurs qui écrivent des tours. À toutes les fois, ils écrivent votre tour. Puis ils savent qu'à toutes les 4 minutes, à toutes les 5 minutes, Coach Bill passe. Puis là, à un moment donné, on fait 15 minutes qu'il n'a pas passé, Coach Bill. Il est rendu où, lui? Fait que c'est important. Tu as le droit de prendre une pause. C'est important, avant de prendre ta pause, dire au marqueur, tu passes, hey, c'est mon dernier tour, je prends une pause, ça que comme ça, il ne s'inquiète pas, puis je ne reçois pas de call au CB, hey, telle personne, veux-tu aller voir qu'est-ce qu'il y a, es-tu tombé dans le bois quelque part? Fait que ça, c'est important, ça aussi, c'est un règlement. Si on arrête de faire une pause, on avise le marqueur, puis aussi, lorsqu'on tourne autour de la piste, c'est important de mentionner notre nom, surtout au début de journée, à la marqueuse, parce qu'elle n'a pas que vous à marquer. Donc, on mentionne le nom, puis c'est ça le règlement. Tu parles à ton marqueur, ça crée un lien. Puis plus la journée avance, on s'en cachera pas que tu n'as plus besoin de nommer ton nom. C'est elle qui t'encourage en arrivant, ou lui, mais la plupart du temps, c'est des elle. Mais fait que c'est ça pour les volets individuels. Pour les volets équipe, vous êtes en équipe de 4. Sauf que ça prend une personne à la fois sur la piste. Puis vous changez quand vous voulez. Vous gérez votre course comme bon vous semble. C'est pas un fait 2 tours, l'autre fait 3 tours, l'autre fait 15 minutes, l'autre fait une demi-heure. Vous gérez ça comme vous voulez. Si vous dites on le divise en 4 puis chacun fait sa partie one shot, c'est vous autres. Là. Si vous faites coureur 1, coureur 2, puis là le coureur 3 fait le pas bien, mais c'est pas grave si le coureur 1 elle revient après. Là. Vous gérez ça comme il faut. Puis il y a un petit air de changement qui est fait après les tentes, qui est là, puis c'est là qu'on demande les gens d'aller changer. Ça fait partie du règlement. J'ai eu quelques commentaires, ça, je peux me faire juste une petite parenthèse là-dessus. Hey, pourquoi qu'on change pas en avant de nos tentes, puis tout ça, ça serait bien plus le fun. Oui, ça serait plus le fun pour vous, mais je trouve que le temps que vous attendez où c'est qu'il y a le changement d'équipe, là, mais ça crée un lien entre les coureurs, puis ça permet de parler puis dialoguer avec les autres en attendant. Je rebondis là-dessus, là, les liens entre les coureurs, parce que oui, effectivement, ça nous permet d'aller jaser un petit peu là, où on fait notre relais, où on attend notre partner qui est sur la piste pour pouvoir partir. Mais oui, on a le temps de jaser avec les gens des autres équipes qui eux aussi attendent de prendre leur relais. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis même les tentes, tu le nommais, c'est tout le long de la piste. On a chaque équipe, on a notre tente d'équipe, on est installé. Et puis dans une course régulière, prenons peu importe un 10, un demi, un marathon peut-être un peu plus propice où on jase avec les gens autour de nous, il se crée un petit lien, mais c'est quand même limité. Là. Au bout d'une course, tu vas avoir parlé à 1 ou 2 personnes maximum. Alors que là, au défi de la tortue, on a le temps de prendre le temps quand on ne court pas, d'aller jaser, de se promener entre les tentes, de voir aussi l'expérience de course des autres. On voit tout leur bagage. Ça, c'est vraiment franchement intéressant. Effectivement, c'est très intéressant tout ça. Puis, tu sais, ça a même fait créer des équipes. Je revenais sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit avant, ça se passait au lac de la Tortue et maintenant, c'est au parc de la Rivière, Shawinigan. Excuse-moi si je massacre le nom, je mets l'adresse dans le GPS pour y aller. La technologie aujourd'hui fait qu'on oublie tout. C'est quoi la transition? Pourquoi que c'est arrivé, cette transition-là? C'est une décision? C'est-tu stratégique? Ou ça a été un peu par obligation. Lorsque j'ai fait ma première année en 2018, c'est ça, au lac à la Tortue, c'était un terrain qui était semi-privé. Ça appartenait à leur
l'organisation du Festi Beach, là, qui était un événement qui se passait là. Puis le gars, il a dit le terrain est à vendre, fait que ça se peut que l'année prochaine, tu pourras pas être là. Fait que j'ai fait comme bon, OK, parfait. Qu'est-ce que je fais? Fait que là, j'ai fait plusieurs. J'avais plusieurs options sur la table, mais pour avoir un terrain au niveau de la ville, c'était un peu plus compliqué, là, par contre. Parce que là, c'est un terrain privé, on s'appelait, bang, OK, je te donne les clés, rouvre le panneau, puis allume tes lumières, puis that's it. Puis il n'y a pas de trouble là. Fait que là, après, lorsque c'est arrivé, puis là, j'ai checké d'autres sites, on est venu, bon, je vais demander à la ville si je peux prendre le parc de la rivière Grand-Mère. Parc de la rivière Grand-Mère, coach. Yes, sir. OK? Je m'en souvenir. C'est bon. Fait que j'ai demandé à la ville, j'ai pris rendez-vous avec la ville pour demander si c'était possible. Elle a dit oui, c'est possible. Elle a dit par contre, il faut que tu sois un organisme à but non lucratif et reconnu par la ville. OK. Non, pas ça pantoute que j'étais. Fait que j'ai dit si je suis pas ça, qu'est-ce que ça fait? Ben, il va falloir qu'on te loue puis que tu payes l'électricité que tu vas utiliser. Ben, je dis go, on y va comme ça. Tu sais, pour tout de suite. Fait que on est allé comme ça. Fait que c'est pour ça que c'est arrivé là. C'est vraiment par choix, parce que sinon, pas par choix, par obligation, parce que sinon, probablement que ça serait encore au lac à la Tortue. Mais il faut pas se cacher que le parc de la rivière Grand-Mère, lorsque j'ai pris le défi de la Tortue, il s'y est venu sur l'idée que ça serait le fun si ça se passait là. Ça serait le fun en maudit. Fait que ça a fait en sorte là, qu'on a fait les demandes. Puis il y a eu comme un petit... il a fallu changer la date de l'événement pour ça, par contre. Parce qu'avant le défi de la Tortue, c'était dans la longue fin de semaine de la fête du travail. OK? Puis lorsque j'ai demandé à la ville pour utiliser leur terrain, peu importe dans Shawinigan, la fin de semaine de la fête du travail est réservée pour un événement qui est fait des années et des années qui fonctionne. C'est la classique de canot. Donc, c'était impossible. Elle dit, je peux pas te permettre d'utiliser le parc la journée de la fin de semaine de la classique de canot. Bon, ben, j'ai dit parfait, on va devancer ça d'une fin de semaine. Donc, c'est pour ça que maintenant, c'est la fin de semaine. C'est le samedi avant la fin de semaine, la longue fin de semaine de la fête du travail. Je vais déposer un petit Easter egg ici, là, mais quand on a vu on a fait notre première boucle l'année passée, puis qu'on a vu le tracé que ça faisait, on a eu une petite surprise et quelques petits sourires. On déposera dans les show notes un screenshot là, du parcours, puis pour votre plaisir. Je pourrais dire que ça s'apparente à un dessin de bâton de golf ou une pipe. Là. Je vous laisserai voir. Un beau driver, mettons, en bon langage que ça donne, ce parcours-là. Puis je vous laisse un petit défi. Je ne sais pas si vous avez connu quelqu'un, mais allez voir le parcours que c'était avant. C'est drôle de faire ça, là, mais au lac à la Tortue, là, ça ressemblait à un sous-vêtement. Fait que... J'aimerais ça t'entendre aussi sur les raisons de ça, mais aussi les causes que tu soutiens, puis comment ça fonctionne au niveau du financement. Les causes que je soutiens, ça a débuté avec un groupe de courses que j'étais jadis, puis eux, ils soutenaient un enfant toutes les années. Puis ça a commencé, je dis, bon, ben garde, on va donner la cause à cet enfant-là, puis ça va aller. Mais plus ça allait, lorsque j'ai demandé pour la ville, pour avoir le terrain, ça faisait bizarre de dire à la ville, je vais ramasser mes fonds, puis je vais donner ça à quelqu'un qui vient pas d'ici. Donc, il a fallu que pour me faire reconnaître, ainsi de suite, par la ville, il a fallu que je change mes modalités. Mais tu sais, je voulais toujours essayer de faire bouger les gens. C'était tout le temps pour rapport, il faut que ça bouge. Il faut que ça ait un lien avec l'exercice physique, peu importe. Puis, c'est venu l'idée d'aller donner dans des... j'ai des amis qui sont professeurs d'école, puis qui sont dans des services de garde, qui s'occupent des activités dans différentes écoles. Puis, à un moment donné, tu les entends parler, les accessoires sont désuets, le financement, il vient pas tout le temps par le gouvernement, et ainsi de suite. Fait que j'ai dit, ben, gardons ça, toi, si on donne pas nos profits aux volets sportifs des écoles qui sont en milieu défavorisé, il me semble que ça serait une idée géniale. Fait que ça a commencé comme ça. Je suis allé rencontrer le directeur de l'école Immaculée Conception. Là. Fait que je suis allé rencontrer le directeur. Puis écoute, je pense pas qu'il y ait un directeur qui dise non à avoir de l'argent pour reniper
leur matériel. Fait que depuis 2019, mais là, je donne ça à des volets sportifs des écoles de milieu défavorisé de ma région. Pour choisir les écoles, là, le gouvernement sort à toutes les années un indice de défavorisation au niveau des écoles. Donc, je prends ce cahier-là, puis on regarde qui a l'indice 10, c'est la plus haute, là, 10 ou 9. Puis dans notre région, ben c'est ça. Il y a quelques écoles qui sont 10 puis 9, donc c'est eux qui bénéficient de l'argent qu'on amasse. Tu as nommé les espadrilles, j'irais tout de suite avec ça? Lorsque j'ai connu le défi de la tortue, Manon ramassait des goupilles de canettes. OK? Puis ces goupilles-là, elle les amassait, puis elle les donnait à un gars qui venait de Pont-Rouge à Québec. C'est un paraplégique, un petit gars de 18 ans là, qui a eu un accident d'automobile, puis qu'il est tombé pas d'automobile, de motoneige, puis il était paraplégique pour le restant. Okay, paraplégique, puis c'était pour l'aider à faire l'achat de bras mécaniques et ainsi de suite là, pour qu'il soit plus autonome dans la vie. Fait que j'ai trouvé l'idée très géniale. J'ai dit, wow, yes sir. Fait que moi, j'y amenais mes goupilles. La première année, j'ai dit, ben moi aussi, je vais continuer à amasser les goupilles, mais courant cette année-là, la personne en question de Québec qui amassait les goupilles, et en tout cas, ça l'a passé à la télévision, puis Jacques Tanguay, je pense qu'il avait donné 250 000. J'ai dit, bon, ben attends un petit peu, là, moi, tu sais, c'est correct, je vais essayer de trouver une autre personne, mettons, je veux pas dire qu'il n'y en a pas de besoin, là, mais tu sais, son chose était déjà connue, puis que j'ai dit, bon, on va changer. Fait que là, c'est là qu'est venue l'idée, à un moment donné, ça a comme sonné dans ma tête, là, ça rimait en plus, là, goupille, espadrille, là. Fait que là, j'ai fait un petit, je me rappelle plus trop comment j'avais envoyé ça sur le Internet, là, mais j'ai dit, j'étais assis sur le bord d'un espadrier, puis un espadrier m'est tombé sur la tête, puis là, M. Lavoisier, que tout le monde connaît, j'espère, et où c'est qui dit que rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Mais c'est là que ça a fait. Les goupilles vont se transformer en espadrilles. Fait que là, c'est venu comme ça. Fait qu'on amasse les goupilles depuis ce temps pour aller faire l'achat. On les fait fondre au ferrailleur, puis on fait l'achat d'espadrilles avec ça dans des écoles un peu... Ben, dans les mêmes écoles là, issues de milieux défavorisés. Puis là, ben fermez vos speakers, là, dites-les pas trop fort, là, mais tu sais, on les fait tirer, mais... c'est pas vraiment des tirages, là, certaines paires de souliers. Là, il y a certains professeurs, en tout cas, chaque niveau, un professeur cible un élève, là, c'est qui est vraiment dans le besoin, puis comme par hasard, il fait partie de la liste des gagnants là, des souliers. La première année, pour vous donner une idée, j'ai ramassé 100 livres de goupilles. OK? Puis je ne sais pas si vous avez vu passer l'annonce sur Facebook ce matin ou hier que j'ai envoyé. J'ai quasiment atteint 1 tonne cette année. Ma blonde en fait une indigestion. Elle en fait une indigestion de goupilles bien raide. J'ai ramassé 2147 livres de goupilles, là. 2147 livres. Je sais pas si je vais être capable de revoir ça. J'espère, en tout cas. Fait que, tu sais, le message est lancé. Si des gens ont des goupilles, là, regarde, laissez un message en bas du podcast ou whatever, n'importe où. Écoute, je vais essayer d'aller en chercher, puis il y a des gens de partout là, qui m'en amassent. Là. Le Québec commence à être au courant que je ramasse des goupilles un peu. Puis même le ferrailleur, c'est que je suis allé cette année, là, j'en reviens pas comment que t'en as amassé. Moi non plus, mais il se bouille de la canette. Là. J'ai fait le petit calcul. Là, une goupille, là, ça pèse 0,27 grammes. Donc, j'ai au-delà de 3 600 000 goupilles que je t'allais porter. Je ne sais pas compter une, par contre. OK? Fait que cette année, là, depuis le début, là, en tout cas, j'ai 21 paires de chaussures d'acheter avec les goupilles. Puis cette année, en tout cas, on a jasé un petit peu avec le conseil d'administration du défi de la tortue, là, parce qu'on a eu beaucoup de dons également. Je prends des dons monétaires là, tout au long de l'année. Les gens qui payent des tours aussi, là, ça faisait partie au défi de la tortue. Il y a des gens là, pas inscrits qui peuvent venir là, puis qui font des tours, puis je les vends 2 piastres le tour. On donne des coupons. Puis si tout cet argent-là également s'en va pour acheter des espadrilles, puis cette année, on a au-delà de 2000 $ là, qu'on va pouvoir faire des achats là, en espadrilles. Fait qu'on est en train de penser qu'on les donnera peut-être pas toutes d'une one shot,
Puis on va cibler plus, essayer de personnaliser des choses là, par la suite. Là. Pour les futures éditions, ton objectif, c'est-tu de le faire grandir, de le garder à petite taille, puis de limiter comme ça pour que ça reste familial? C'est quoi l'orientation pour les prochaines années? Les prochaines années, il faut que ça reste comme ça. Moi, je veux pas le grandir trop. Je veux garder l'esprit l'esprit de famille qui se crée. Ben, de camaraderie. Famille, c'est un gros mot quand même, là, mais de camaraderie qui se forme au niveau du défi. La première année, je me rappelle, j'avais limité à 80, j'ai monté à 100. Cette année, avec toute affaire, quand ça arrive, la journée du défi de l'événement, il y a tout le temps des gens qui se présentent pas. Là. Mais techniquement, on était 117 personnes inscrites. Fait que j'avais encore upgradé à 117. Puis là, on est en train de regarder, là, parce que ça prend les bénévoles aussi. Là, c'est plus tu as de gens, plus ça te prend de bénévoles. Fait que on est en train de regarder si on n'est pas capable d'aller à 125 ou 130. Fait que, mais tu sais, ça serait comme le deadline, là. Ça serait maximum. On veut pas aller au-delà de ça. On veut pas aller au-delà de ça. C'est pour ça que je pense cette année, j'ai j'ai déjà plusieurs messages pour dire quand est-ce que ça rouvre, quand est-ce que ça rouvre, quand est-ce que ça rouvre. Mais que ça rouvre, faites ça vite parce que je pense que ça va partir vite cette année. Je sais même pas, je suis bouche bée, moi, avec. Je m'attendais jamais, mais jamais à ce que ça soit aussi prisé que ça. Mais écoute, on a des participants qui viennent d'année en année qui sont très, comment je pourrais dire ça? Pas promoteurs, là, mais ambassadeurs. Ils font du bout, ils parlent c'est autant les bénévoles que les participants. Là, hey, tu devrais faire ci, tu devrais l'essayer au moins une fois dans ta vie, puis tout. Puis, tu sais, un peu comme moi, je dis tout le temps la blague, là, moi, je l'ai fait une fois et j'ai acheté la compagnie. Puis ceux qui participent une fois, ben oublie ça, ils peuvent pas s'en passer par la suite. C'est ça. Sans être trop prétentieux de ma part, là, mais je trouve que le seul regret que j'ai du défi d'organiser le défi de la tortue, c'est que je peux pas le participer. Je peux te dire tout de suite, tu peux nous garder un spot pour l'année prochaine. En tout cas, fais ça vite. Troisième scoop, c'est quand que ça rouvre? Oh! Mettez le 3 décembre à votre calendrier, maintenant. Excellent. 3 décembre, check. Puis rentrez le code coureur.io pour payer 50$ de plus qui va aller aux écoles. Un genre de promo code inverse, on n'a jamais vu ça. Mais ça aussi, là, dans l'inscription, là, je fais affaire avec Eventbrite, là, que c'est un des moins chers là, pour faire les événements, les traitements de billets comme ça. Mais il y a quand même un volet dons. Fait que c'est des gens, puis les dons reçus dans ce volet-là s'en vont pour les espadrilles également. Donc on va avoir une tente avec Coach Bill et Coach Frank. Ah oui, lettré comme ça avec Coach Bill, Coach Frank. On va mettre le logo coureur.io cette année. On va tout de suite dire au Yeti qui garde sa tente. Puis... Ça serait magnifique. Ouais. Ça serait magnifique, une belle tente avec notre logo. Là. Fait qu'on va vendre des billets VIP pour nous jaser, parce que sinon on parle pas à personne. Comment dénaturer un événement, tu sais? Ben oui. Mais tu sais, c'est parti avec un événement simpliste. Puis il est encore simpliste, là, mais écoute, on est rendu là que je suis capable d'aller chercher des commanditaires quand même de renom, entre guillemets, pour un événement qui attire pas 3, 4 000, 5 000 personnes. Fait que ça aussi, là, un grand merci à tous ceux là, qui ont commandité depuis que je suis là, qui donnent. Puis... Je veux dire, c'est quand même... pour moi, c'est de la magie ce que tu arrives à faire. Parce que, tu sais, je regarde comme l'inscription à l'équipe, ça nous a coûté 60$ par personne. Tu sais, 120 personnes, je veux dire, t'as juste 7200$. Je veux dire, faut que tu payes tout ce beau monde-là, puis tu réussis à en redonner comme 3000$. Je veux dire, c'est quand même... c'est de la magie, là. Je veux dire, j'organise un souper de fête pour mes tantes sur le barbecue, puis ça coûte 500$. Là. Fait que tout a quand même un... Tu gères bien ça, en tout cas. Bravo. Pour moi, c'est comme... les chiffres ne marchent pas dans ma tête, genre. Faut que tu essaies d'être convaincant et d'être convaincu surtout, parce que si t'es pas convaincu, ça marchera pas. Fait que, mais... Il y en a des commanditaires qui sont venus, sont repartis, mais je vais solliciter, et ainsi de suite, comme ça. Mais c'est quand même un bon noyau qui reviennent d'année en année.
Il me reste juste à en trouver un majeur, là. Ça serait comme ça serait mon rêve, là. Comme tu parlais, oui, on donne 3000, puis c'est à peu près ça, là, environ, là, 3000 qu'on va donner, à part les espadrilles, là. C'est 3000 de distribués, plus 2000 quelques piastres en espadrilles. Donc, ça fait 5000 $ qu'on va donner dans un événement qui gère des revenus potentiels d'inscription d'environ ça, 7000. Puis là-dessus, il faut que tu payes l'assurance. En tout cas, vous connaissez tout ce qu'il y a à payer dans ces choses-là. Puis, tu sais, la table de ravitaillement, tu sais, oui, les gens emmènent du stock, mais je crois qu'on a une table de ravito qui est quand même assez bien garnie. Fait que, c'est ça. Puis, on a un souper spaghetti à la fin aussi. On pourrait oublier ça, mais tu sais, les gens ont un spaghetti à la fin de l'événement également. Puis, il est bon. Après 12 heures de course, là, il est malade avec le petit pain. C'est en plein ça. Le meilleur spaghetti de ta vie. Dis-les pas trop. Non, c'est correct. Non, il y a des gens. Écoute, moi, je sais pas, j'ai pas le temps d'en manger, malheureusement. Mais je sais qu'il doit être bon, mieux que ceux que j'ai fait la première année avec de la sauce tomate, bang, comme ça. Puis lorsque Céline, la personne qui fait la sauce à spaghetti, a dit ah oui, je vais te faire ça, moi. Puis. Merci, Céline. Oui, merci, Céline. Mais c'est sûr qu'après 12 heures, même un spaghetti sauce tomate, genre, comme que t'as pas à préparer, serait le meilleur, pareil. Faut dire que je suis un gars célibataire, pas très difficile, là, fait que... Les restants, c'est pour moi, c'est le top of the world. Tu sais, on se cachera pas qu'il est un peu stratégique également, le spaghetti, au niveau de l'organisation, OK? Tout est fait manuellement, là. Moi, je pèse pas sur le piton, puis j'ai le classement de tout le monde, là. Fait que tout le monde qui sont allés dans la journée, là, à 6 heures, là, moi, je pars en courant à table des marqueurs, puis on note tout. Bon, lui, il a fait tant de kilomètres, ben, OK, place ça en ordre croissant, puis ta. Fait que, tu sais, ça prend pas 2 secondes de faire ça. Donc, le temps que vous mangez votre spaghetti, ça nous donne le temps de faire ça. Y avait-tu quelque chose que t'aimerais plugger, Eric? N'importe quoi, ça peut être genre des chums, rapport à la course, pas à la course, n'importe quoi. Juste comme le micro est à toi, si tu veux nous plugger de quoi. Les premières personnes que j'aimerais plugger, là, c'est vraiment mon conseil d'administration. C'est une chose que je suis pas habitué, c'est la première fois, là. C'est la deuxième année que je suis obligé de dealer avec ça. Mais ils sont ça à coche. J'ai ma blonde Isabelle, Jean-Claude Turcotte, un de mes amis, Cindy Vincent, un de mes amis, Micheline Lamy. Puis mon gars, Kevin Pelletier, c'est toutes ces 5 personnes-là, là, c'est sérieux, sans eux, le défi n'aurait pas été ce qui a été cette année. Fait que eux, je les plug, puis fois 1000. Mes bénévoles, écoute, vous cherchez des bénévoles, là, puis qui pour la course, puis encourager. Venez voir que ça a l'air au défi de la tortue, c'est eux autres les meilleurs. Je peux pas plus les plugger que ça. C'est sûr, je pourrais plugger aussi tous mes commanditaires, là, mais là, c'est que j'ai peur d'en oublier, de les nommer comme ça, là, j'ai peur d'en oublier. Puis, merci à vous autres aussi, hein, les coachs, les équipes, les participants. Sans eux, il n'y a pas non plus de course, là. Fait que, Yahoo! Puis, tu sais, comment ne pas plugger l'édition 2024 aussi du défi de la tortue, là, qui va être le 24 août au Parc de la Rivière-Grand-Mère à Shawinigan. Les inscriptions devraient ouvrir le 3 décembre. Merci, Eric, de ton partage. Puis je pense que ça fait un bon topo, là. Puis tous ceux qui sont intéressés, on vous invite à aller voir sur le site du Défi de la Tortue. Surveillez 3 décembre, l'ouverture d'inscription. Attendez le 4. Moi, je vais être certain qu'on ait notre spot, là, mais disons 4 décembre, là, vous pouvez vous inscrire. Tu as parlé du défi de la tortue.com, là. On est en train de créer un nouveau site de défi de la tortue. OK? J'ai quelqu'un qui s'occupe de ça maintenant. Il n'est pas à jour, il manque des choses contrairement à l'autre. Fait que défidelartortue.com, oui, vous pouvez le visiter, mais la page Facebook pour tout de suite aussi, les informations vont s'en aller là-dessus. Excuse-moi de Coach Frank de t'avoir coupé ton mot de la fin. Aucun problème. Fait que qu'est-ce qu'on dit à nos auditeurs, Coach Bill? Bonne course! Ici Coach Frank. Avant de vous quitter, si vous avez aimé cet épisode, une bonne façon de nous aider, c'est de partager cet épisode avec un ami. Bien sûr, vous inscrire au podcast, nous laisser un review 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify serait énormément apprécié. Hey guys, like and subscribe.